Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Controverses, dirigée par Robert Cariou. Les controverses rassemblent de courts essais sur des questions majeures de la connaissance scientifique dans le champ criminologique. En pointant leurs contradictions, redécouvertes et zones d'ombre, les réflexions participent à une meilleure compréhension de la complexité des conduites humaines. 4 séries complètent la collection: Traité de sciences criminelles, criminologie, sciences criminelles et champ pénitentiaire. Derniers ouvrages parus. R. Cariou, la justice restaurative en France. Une utopie créatrice et rationnelle. R. Cariou dire, les rencontres détenues-victimes, l'humanité retrouvée. F. Rognon, Brice Démier, punir, restaurer, guérir. Dréan Rivette, des sentences et des peines. F. Jolivet, de la punition à la réconciliation. Traité de sciences criminelles. 2.1. R. Cariou, victimologie. De l'effraction du lien intersubjectif à la restauration sociale, 4e édition 2012. 2.2. R. Cariou, Sylvie Ruiz-Vera, droits des victimes. De l'oubli à la reconnaissance 2015. 8. R. Cariou, Serossi, justice restaurative. Principes et promesses, nouvelle édition 2020. Criminologie. Monsieur Herzog Evans, le juge de l'application des peines, Monsieur Jourdain de la désistance. Jimot Difali Sefloudwichak dire, du sens de la peine. Cétroté, le suivi des usagers involontaires. Sciences criminelles. A. Charbousset et al. Dire, risque, accident et catastrophe. Liber Amicorum en l'honneur de Marie-France Steinley-Feuerbach. Y.C. Quérault, la gouvernance nodale du réseau de sécurité locale. N.Y. Doumbia, le maintien de l'ordre en Côte d'Ivoire. Série champ pénitentiaire. S. Jacopin J.M. Laral de dire, le droit aux visites des personnes incarcérées. R. Chazot, F. Violet, la souffrance en prison Ludwitsiak. Remerciements. Merci à ma fiancée et à ma famille. Merci Carlo. Introduction. Le crime organisé est un phénomène social extrêmement intéressant pour les chercheurs et chercheuses qui veulent étudier et découvrir un univers social méconnu et caché du public. Il ne s'agit pas d'un grand pan de la société comme l'économie ou la santé publique, mais il occupe tout de même une place non négligeable dans certains secteurs de la société. Les médias y portent une attention particulière depuis le début des années 1920 et ont su créer, avec le temps, de véritables légendes vivantes comme Al Capone, chef de l'outfit de Chicago, ou Pablo Escobar, l'un des plus grands narcotrafiquants de l'histoire. À travers leur couverture médiatique, ils ont créé une sorte de narration du crime organisé, où l'on observe une succession d'assassinats et de grands caïds pour remplacer les précédents. Des romans de fiction ainsi que plusieurs films biographiques ont été rédigés afin de capter cette chose qui peut sembler abstraite au grand public. The Godfather 1972, autant le roman que le film, et Scarface 1983 sont devenus des œuvres cultes. Des séries télévisées comme The Sopranos 1999 à 2007, Sons of Anarchy 2008 à 2014 ou Breaking Bad 2008 à 2013 ont aussi permis au grand public d'observer en profondeur la vie quotidienne des acteurs du crime organisé. Plusieurs journalistes, historiens et historiennes ont documenté, au fil du temps, l'histoire du crime organisé de leur ville, région ou pays. Plusieurs ouvrages, comme Histoire du crime organisé à Montréal de Pierre de Champlain et Five Families de Selwyn Rabb, permettent de comprendre l'origine et l'évolution du crime organisé de plusieurs villes dans le monde. Au niveau académique et scientifique, le crime organisé est présenté de manière radicalement différente par rapport à ce que les médias de masse et la culture en général nous dépeignent. Le crime organisé est étudié en sociologie, et avec une plus grande intensité en criminologie. En criminologie, il est un objet d'étude majeur qui ne cesse de produire de nouvelles connaissances. Par contre, en sociologie, le crime organisé ne constitue pas un objet d'étude aussi majeur que par exemple l'immigration ou le capitalisme. Toutefois, notre revue de littérature sur ce sujet nous a permis de dresser un portrait global sur les différentes perspectives théoriques que le concept de crime organisé a connues au sein de la sociologie et de la criminologie.
Ces perspectives théoriques sont celles de la théorie de l'ennemi de l'intérieur, Alien Conspiracy Theory, et du modèle bureaucratique, le modèle de l'entreprise criminelle, la théorie de la protection privée et l'analyse des réseaux criminels. Après avoir fait notre revue de littérature sur le concept de crime organisé, nous en sommes arrivés à certains constats principaux. Premièrement, il existe plusieurs types de groupes criminels dans le monde. Ce constat est facilement observable dans la vie de tous les jours, en consultant les faits divers dans les médias ou en lisant les nombreux ouvrages historiques et journalistiques qui abordent ces groupes. Il s'agit là d'une évidence qui est utile de mentionner pour le bien de notre discussion. Deuxièmement, il existe des groupes criminels dans et en dehors du crime organisé. Les groupes criminels du crime organisé sont différents des autres dans la nature même de leurs activités criminelles. L'aspect transactionnel joue un très grand rôle pour eux. Troisièmement, ces groupes criminels se situent sur un continuum organisationnel variant de très bien organisé et hiérarchique à très peu organisé, diffus et fluide. Quatrièmement, deux types d'acteurs criminels semblent ressortir du lot lorsque nous analysons ces groupes. Il s'agit du protecteur et de l'entrepreneur criminel. Tous ces constats seront plus approfondis dans notre problématique. Comme nous l'explique le professeur de criminologie de l'Université d'Oxford Federico Varese dans un article sur la question, un groupe criminel du crime organisé, OCG ou Organized Crime Group en anglais, tente de contrôler la production et la distribution de biens et services illégaux. La violence et l'intimidation sont des outils au service de ces groupes criminels. De ce fait, tous les groupes criminels qui ne sont pas impliqués dans la production ou la distribution de biens et services illégaux sont en dehors du crime organisé. Une équipe de braqueurs professionnels qui volent des banques, des commerces ou des fourgons blindés ne peut pas tenter de prendre le contrôle de cette activité criminelle. Il n'y a pas de marché du vol de banque ni de demande pour ce genre de crime. Il s'agit d'un groupe criminel qui organise un seul crime à la fois, et qui recommence s'il en a envie. Cela n'empêche toutefois pas les groupes criminels du crime organisé d'être impliqués dans d'autres types de crimes n'impliquant pas de transactions économiques comme l'extorsion, le vol, le meurtre sur gage ou la fraude. Nous voyons bien ici la différence entre un crime organisé et le crime organisé, avec cette définition. Cela nous permet d'être le plus précis possible dans notre discussion, malgré les différentes significations que chaque terme peut avoir dans le langage populaire, les médias et les sciences sociales. Les constats que nous avons faits durant notre revue de littérature ainsi que la théorie de la protection privée mafieuse et les différentes typologies existantes sur les groupes criminels du crime organisé soulèvent chez nous plusieurs questions auxquelles nous apporterons plusieurs réponses tout au long du présent ouvrage. Pour ce faire, nous le diviserons en plusieurs chapitres afin d'être clairs et concis dans notre analyse du crime organisé. Nous commencerons par exposer notre revue de littérature afin d'illustrer l'évolution historique du concept de crime organisé, des typologies développées comme outils méthodologiques pour le comprendre ainsi que des définitions développées par Varese pour le circonscrire. Nos questions de recherche seront élaborées dans la problématique ainsi que la méthodologie de notre analyse et la pertinence scientifique de notre projet. Nous y aborderons notre question principale, nos questions spécifiques et le matériel de recherche utilisé pour construire notre typologie. Pour le bien de la présentation, nous regrouperons sous un chapitre les groupes criminels centralisés comme les mafias et les entreprises criminelles afin d'illustrer les types de groupes criminels les plus structurés sur le continuum organisationnel. Le chapitre suivant regroupera les groupes criminels décentralisés et plus diffus dans leur structure interne, comme les clubs de motards 1%istes et les réseaux criminels. Nous terminerons par une conclusion qui résumera les points principaux abordés dans le texte, ainsi que certaines pistes de réflexion pour des recherches futures sur les catégorisations du phénomène du crime organisé. Chapitre 1 – Revue de littérature. 1.1 Perspective théorique. Notre revue de littérature nous a permis de dresser un historique des perspectives théoriques servant à comprendre et à concevoir le crime organisé et ses groupes criminels. Cela nous a permis de voir comment les connaissances scientifiques sur cet objet se sont développées à travers le temps. C'est en analysant les différents travaux sociologiques et criminologiques sur le concept de crime organisé
et sur ses différentes déclinaisons que nous avons pu dresser cet historique. Selon l'Oxford Handbook of Organized Crime, manuel de référence sur l'état des lieux des travaux portant sur le crime organisé, nous pouvons constater qu'il existe 4 perspectives théoriques majeures sur le crime organisé. Il s'agit du modèle bureaucratique et de la théorie de l'ennemi de l'intérieur, du modèle de l'entreprise criminelle, de la théorie de la protection privée et de l'analyse des réseaux criminels. Nous les discuterons donc l'une après l'autre. Le modèle bureaucratique du crime organisé et la théorie de l'ennemi de l'intérieur, Alien Conspiracy Theory, sont intimement liés. Donald Cressey, criminologue, sociologue et pionnier de l'analyse du crime organisé aux États-Unis, dans son ouvrage majeur de 1969, Theft of the Nation, incarne assez bien ces 2 perspectives théoriques. Il nous explique que le crime organisé américain est régi par 24 grandes familles criminelles qui ont formé un véritable syndicat national du crime et sont répartis dans toutes les grandes villes américaines. Les membres de ces familles sont tous des immigrants italiens ou des italo-américains et font partie d'un système bureaucratique appelé Cosa Nostra. La structure interne de ces familles est composée de plusieurs grades, patrons, sous-patrons, conseillers, lieutenants ou capitaines et soldats. Les patrons sont en total contrôle des activités des membres de leur famille. Une commission, composée des patrons des plus puissantes familles, permet de relier les familles entre elles et de limiter les conflits. Les activités criminelles principales de Cosa Nostra sont le jeu illégal, le prêt usuraire, le trafic de drogue, l'infiltration des syndicats et la corruption de politiciens. Cette perspective théorique a toutefois été largement critiquée par la communauté scientifique des criminologues et des sociologues, et ne représente plus l'état actuel du savoir académique sur le crime organisé. Une grande partie des critiques portaient sur l'accent mis sur les Italiens et les Italo-américains, prenant une certaine tournure conspirationniste et raciste. En s'attardant uniquement sur les Italiens et les Italo-américains, plusieurs groupes criminels américains, afro-américains, latino-américains, juifs, russes et chinois étaient laissés de côté dans les recherches académiques. Jay Albanese, criminologue et professeur à l'Université du Commonwealth en Virginie, dans une étude comparant la compréhension du crime organisé par 2 commissions d'enquête américaines, respectivement de 1967 et de 1987, démontre un changement de perspective face au crime organisé. En 1987, une vision multiethnique du crime organisé est appliquée pour comprendre ce phénomène et ne se concentre plus uniquement sur les Italiens et les Italo-américains comme en 1967. Le trafic de drogue y est vu comme étant l'activité principale du crime organisé, alors que Cressey mettait l'accent principalement sur le jeu illégal. La corruption est aussi beaucoup mieux comprise par le gouvernement en 1987 qu'en 1967. Dans les années 1980, nous voyons apparaître la première grande critique du modèle bureaucratique, celle de l'entreprise criminelle. Les membres du crime organisé y sont vus comme étant des acteurs rationnels orientés vers le profit. Ils sont des entrepreneurs au même titre qu'un commerçant opérant dans la légalité. L'ouvrage de référence de ce modèle est Disorganized Crime, paru en 1983, par Peter Reuter, économiste et professeur à l'Université du Maryland. Reuter y va d'une analyse de 3 marchés illégaux new-yorkais. Il nous explique le fonctionnement des paris illégaux, de la loterie illégale et du prêt usuraire. Il en tire plusieurs conclusions pour faire contrepoids au modèle bureaucratique. Être dans l'illégalité pose 3 problèmes pour les groupes criminels du crime organisé. Les contrats d'échange entre les acteurs ne sont pas supportés par la loi. Les actifs des groupes criminels peuvent être saisis à tout moment dès que les forces de l'ordre ont détecté leur présence sur le marché et tous les acteurs sont à risque de se faire arrêter et d'être emprisonnés. En utilisant une terminologie économique, Reuter nous explique que dans un marché il existe 6 rôles joués par les différents acteurs. L'entrepreneur, l'employé, le fournisseur, le créancier, le régulateur et le consommateur. Dans un marché illégal, tous ces types d'acteurs posent différents risques pour l'entrepreneur criminel. Par exemple, le régulateur, autrement dit, les forces de l'ordre, menace les activités de l'entrepreneur. En raison de ces risques, Reuter nous explique que les groupes criminels du crime organisé vont avoir tendance à être petits, à opérer sur un territoire restreint,
à limiter la diversification de leurs activités criminelles et à ne pas opérer sur une longue durée. Reuter aborde aussi la question du rôle de la mafia dans le crime organisé. Contrairement à Crécy qui la conçoit comme ayant la main mise sur toutes les activités criminelles de son territoire, Reuter nous explique qu'elle agit plutôt à titre d'arbitre, afin de régler des conflits et de faire profiter à ses alliés de ses contacts dans le monde politique. Donald Liddick, professeur au département d'administration de la justice à l'Université d'État de la Pennsylvanie, dans un article rarement cité, pose certaines limites aux propos de Reuter. En faisant une étude du jeu illégal à New York dans les années 1960, Liddick entend vérifier les propositions de Reuter. En se basant sur des rapports du département de la police de New York, de la commission Knapp, de la Pennsylvania Crime Commission et d'articles du New York Times, il affirme qu'il y a peu de support aux propositions de Reuter. L'étude conclut que la très grande majorité des entreprises criminelles engendraient plus de 2,2 millions de dollars annuellement, limite que Reuter se posait pour parler d'une grande entreprise. 21 des 33 entreprises étaient sous le contrôle de la famille Genovese, l'une des 5 grandes familles mafieuses de New York. La plupart des entreprises criminelles ont survécu plus de 10 ans, certaines allant même jusqu'à entre 20 et 30 ans. Les entreprises criminelles ne diversifiaient pas leurs activités sauf pour opérer dans un domaine connexe. Par exemple, un trafiquant de cannabis peut tout aussi bien vendre de la cocaïne ou de l'héroïne. La violence est maintenue à un très bas niveau, ce qui implique une faible compétition entre les entrepreneurs. Cette faible compétition est engendrée par le contrôle qu'exerce la famille Genovese sur le jeu illégal new-yorkais. Il ne conclut toutefois pas que le modèle de l'entreprise criminelle est erroné ou à laisser de côté, mais plutôt qu'il existe des différences fondamentales entre une entreprise légale et illégale qui sont à prendre en compte dans l'analyse du crime organisé. La vision de Liddick est aussi partagée par celle d'Édouard Clément, criminologue et professeur à la faculté de droit de l'Université d'Amsterdam, qui démontre de profondes différences entre le marché légal et illégal. La nature des transactions, l'importance capitale des relations sociales et la violence résument assez bien ces différences. La théorie de la protection privée est une perspective théorique servant à expliquer ce qu'est une mafia. Certaines conditions socio-économiques et historiques font en sorte qu'à certains endroits dans le monde, à une période bien précise, l'État n'était pas en position de protéger adéquatement les citoyens vivant sur son territoire et leurs propriétés. Devant ce manque de protection légale, certains groupes criminels ont vu le jour et se sont spécialisés dans la protection privée. La mafia en Sicile, les yakuza au Japon, la mafia russe en Russie, les triades à Hong Kong en sont des exemples. En 1971, un embryon de cette théorie peut s'observer dans la vision que Francis Yanni a de la mafia italo-américaine aux États-Unis. En tant que spécialiste de la mafia aux États-Unis, il conçoit que la base du pouvoir de la mafia se trouve dans ses relations. Elle se sert de mécanismes de contrôle social afin d'éviter les conflits et offre ses services à une population qui ne serait pas protégée autrement. En 1993, Diego Gambetta, sociologue et spécialiste de la mafia sicilienne, publie un ouvrage marquant qui sera à l'origine de plusieurs autres analyses du genre. Dans The Sicilian Mafia, Gambetta développe une théorie selon laquelle la mafia sicilienne se spécialise dans la protection privée. La mafia est vue comme un ensemble de petites firmes, communément appelées familles, qui se spécialisent dans la vente de protection privée. Gambetta fait une distinction nette entre la protection et l'extorsion. Toutefois, rien n'empêche la mafia de faire de l'extorsion. Cette théorie a permis de mieux comprendre le pouvoir social des mafias. C'est de cette théorie que provient l'idée que dans le crime organisé, certains acteurs sont des protecteurs qui se servent de leur influence et de leur statut pour protéger certains individus. Plusieurs chercheurs et chercheuses ont appliqué ce cadre théorique afin de vérifier l'existence d'une mafia dans d'autres parties du monde. Yu Kong-Chu, professeur assistant au département de sociologie de l'Université de Hong Kong, l'a fait avec les triades de Hong Kong, Federico Varese avec la mafia russe, Peter Hill, professeur à l'Université d'Oxford, avec les yakuza japonais, Peng Wang,
professeur assistant au département de criminologie l'Université de Hong Kong avec la mafia chinoise et Marina Svetkova, analyste pour l'équipe de recherche Community Safety and Justice de RAND Europe avec la mafia bulgare. La plus récente perspective théorique sur le crime organisé est celle de l'analyse des réseaux criminels. L'analyse des réseaux sociaux est devenue un outil très intéressant pour les chercheurs et chercheuses travaillant sur le crime organisé. Cette perspective a permis de constater que les grands groupes criminels hiérarchiques forment l'exception plutôt que la règle dans le crime organisé. Pour parler en termes de réseaux criminels, certains ajustements sont toutefois nécessaires. Nous ne pouvons pas simplement inclure la criminalité comme facteur supplémentaire dans un réseau social. L'aspect secret et caché ainsi que la violence inhérente aux activités criminelles doivent être prises en compte, puisqu'ils affectent le fonctionnement du réseau ainsi que sa structure. Le fait qu'il doit demeurer caché et passer sous le radar des forces de l'ordre change la manière dont il est déployé. Même sous ces conditions, la forme réseau procure de nombreux avantages aux criminels. Un réseau est une structure flexible composée de plusieurs nœuds de relations, qui lui permet de toujours pouvoir en générer de nouvelles. Cette faculté de continuellement pouvoir créer de nouvelles relations rend la forme organisationnelle du réseau très résiliente. L'arrestation de certains membres peut ne pas affecter le réseau en entier, puisque ce ne sont pas tous les acteurs qui sont conscients d'en faire partie. Le fait que les acteurs du réseau ne veulent pas être détectés rend cette forme organisationnelle très utile. Il limite les contacts physiques entre les participants, minimise les moyens de communication, crée des tampons entre les différents acteurs et permet d'isoler les têtes dirigeantes. Inside Criminal Networks de Carlo Morselli, professeur au département de criminologie de l'Université de Montréal, est un ouvrage de référence présentant très bien cette nouvelle perspective théorique sur le crime organisé. Avec le temps et les nombreuses études ayant été faites à partir de cette perspective théorique, deux manières d'envisager les réseaux sont apparues. Nous pouvons tout d'abord considérer les réseaux criminels comme un type de groupe criminel du crime organisé. Ils se situeraient sur un continuum organisationnel où, d'un côté, nous avons les groupes criminels ayant une structure hiérarchique pyramidale, et à l'autre bout, les réseaux criminels plus diffus et moins centralisés. C'est cette manière de concevoir les réseaux criminels que nous utiliserons dans notre analyse. L'autre manière d'envisager les réseaux criminels est de les voir comme étant une partie intégrante de tous les groupes criminels. Les réseaux que développent les groupes criminels sont donc une conséquence logique de leurs activités transactionnelles. En offrant des biens et services illégaux à leurs clients, les groupes criminels du crime organisé doivent développer tout un réseau de contacts et de relations afin de soutenir l'offre et la demande. Par exemple, vendre de la drogue en grande quantité et sur une longue période de temps nécessite des contacts pour l'importer, des chimistes pour la transformer, des transporteurs, des emballeurs, des revendeurs et ainsi de suite. C'est de ce réseau de contacts qu'est apparu le rôle de courtier. Le courtier est un acteur mettant en contact plusieurs types d'acteurs. Il joue un rôle central dans le réseau puisqu'il bénéficie de son rôle important en s'appuyant sur la fiabilité de ses propres contacts et en fait profiter le réseau en l'élargissant. Cette manière d'utiliser l'analyse des réseaux sociaux permet aux chercheurs et chercheuses de mieux comprendre le fonctionnement interne et externe des groupes criminels du crime organisé. Bien que nous n'utilisions pas cette manière de concevoir les réseaux criminels, nous utiliserons certainement les avancées réalisées par cette perspective théorique tout au long de l'ouvrage. Étant donné l'aspect transactionnel des groupes criminels du crime organisé, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.